Il est 11h30. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre sur cette première édition, ce premier épisode des Tech Talk Series qu'on a voulu mettre en place donc, sur les solutions Beyond Trust. L'objectif, je vous le rappelle en un mot, donc c'est toutes les 2 semaines avoir ce type de petite session d'une demi-heure, 40 minutes, grosso modo, suivant les contenus. L'objectif, c'est de vous donner des informations, des contenus orientés techniques sur l'ensemble des produits Beyond Trust. Alors, pas à chaque session sur tous les produits, bien évidemment, mais on va faire des focus à chaque session. Le sujet du jour va porter sur le produit Privilege Remote Access en l'occurrence, mais on verra et on aura l'occasion d'en parler sur les suivantes. L'ensemble des produits seront abordés sur différents sujets, soit des nouveautés, soit des contenus qui sont plus ou moins utilisés ou bien comprendre des petites subtilités qui peuvent exister dans telle ou telle fonction de chacun des produits. L'objectif de la session du jour, si je prends un petit peu l'agenda, ça va être de parler des tunnels et des outils qui tournent autour de ces tunnels. Pas tous les tunnels, je pense que ce sera l'occasion d'un autre Tech Talk ultérieurement justement pour parler du tout dernier qui est sorti en date. Là, l'objectif de cette première session, ça va être de faire un petit rappel sur les TCP tunnels, chose qui existe depuis très longtemps et que la plupart d'entre vous doivent connaître. On parlera ensuite de la partie Bring Your Own Tools, donc qui est arrivée il y a déjà quelques années, années, en tout cas sur la partie RDP SSH, et qui tend à largement évoluer avec le tunnel SQL qui est sorti il y a quelques mois et tout dernièrement le tunnel Kubernetes qui ressemble beaucoup au tunnel SQL. Et puis on parlera justement sur cette partie Bring Your Own Tools pour bien comprendre une fonctionnalité qui est apparue mais qui est restée assez confidentielle. C'est les external tools pour comprendre à quoi ça sert, comment on peut s'en servir et comment ça peut aussi aider les clients, les développeurs principalement à utiliser des outils qui leur sont propres. Et on finira sur la console infrastructure. C'est pareil, elle est sortie il y a peut-être 1 an et demi maintenant. Elle a subi une évolution il y a quelques mois. Pourquoi cette console? Elle est finalement assez peu utilisée, mais elle vient s'inscrire justement dans ces outils externes de connexion et on verra et on regardera ensemble à quoi ça correspond en tant que tel. On attaque tout de suite. Donc, je le disais, ces fonctionnalités, elles sont issues du produit Privilege Remote Access, donc le produit de Bastion de Beyond Trust. Et l'objectif donc de Privilege Remote Access, c'est d'amener des techniciens où qu'ils se trouvent jusqu'à destination. Et la destination, c'est des ressources à privilège. Tout ça de manière sécurisée, avec des comptes qui leur sont masqués, qui sont protégés au niveau d'un coffre-fort. Et donc, dans l'accès, il y a les différents protocoles, les différentes ressources auxquelles on va pouvoir accéder. Alors, très classiquement, je vais dire, on parle souvent d'RDP, on parle de SSH, on parle d'HTTPS. Ça, c'est les 3 protocoles, on va dire, majeurs principaux que tout le monde rencontre. Mais il y a des choses un petit peu plus exotiques, un petit peu plus spécifiques, et entre autres, la partie TCP tunnel. Donc, le TCP tunnel, c'est la manière d'emmener un technicien à destination au travers d'un flux TCP spécifique sur un port spécifique. Donc ça fonctionne, on le voit sur le micro-schéma qu'on a en bas avec un jump point obligatoirement. On reste sur un schéma traditionnel, je vais dire sur du flux montant exclusivement au travers de l'appliance ou de l'instance, mais derrière, on va jouer un flux TCP. Donc flux TCP, c'est pas un protocole défini, c'est vraiment une application qui va discuter vers un serveur. Donc, on est vraiment sur du client-serveur. Et donc, dans cette architecture-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que côté technicien, c'est ici qu'on va retrouver l'application cliente qui va discuter donc sur un protocole TCP spécifique vers un serveur de destination. Donc, c'est comment j'amène une application cliente vers sa destination en faisant une sorte de proxy en fait du flux TCP en tant que tel. Le terme proxy est un peu galvaudé, dans le sens où le proxy, on aurait des flux descendants. Ce n'est pas notre cas, encore une fois, vous le savez, dans l'architecture. Pour ce protocole tunnel. Il y a quand même un certain nombre de prérequis. Le protocole tunnel, il s'appelle TCP tunnel. Bon, tout est dans le nom. On doit s'adresser à du flux TCP et du flux TCP seulement. Ce proxy, en fait, il va se faire au travers d'un port local qui va être monté, qui va être créé à l'occasion du protocole tunnel. Et donc, pour ça, on a besoin d'utiliser la console lourde, la console riche, la console installée, quel que soit le nom que vous lui donniez.
pour pouvoir justement créer ce port local à un instant T. Donc, ce n'est pas un type de connexion qui est utilisable au travers de la console HTML5. Un autre prérequis, c'est que l'application qu'on va vouloir utiliser, côté utilisateur, côté technicien, il faut qu'elle soit à minima configurable. C'est-à-dire que si elle parlait sur le serveur qui s'appelle serveur X sur le port Y, il faut qu'on soit capable dans cette application de lui dire non, maintenant c'est plus serveur X que tu contactes, c'est localhost que tu contactes, et le port, c'est plus forcément le port initial de destination, ça peut être un port volatile, un port dynamique qui serait créé à la volée. Donc il y a une modification de l'application, je dirais, c'est-à-dire la capacité en fait à configurer cette application pour discuter dans notre protocole tunnel. Donc il y a un certain nombre de contraintes pour pouvoir l'utiliser. Il y a une autre contrainte forte, plus exactement, c'est pas forcément une contrainte, mais c'est une remarque qui va être essentielle à adresser aux clients. C'est le fait que quand on fait du protocole tunnel, l'intégralité des écrans du technicien vont être enregistrés. Si j'ai 4 écrans, mes 4 écrans vont être enregistrés. Et ça, c'est pour une raison simple, c'est qu'on ne connaît pas l'application que le technicien va utiliser. Nous, on est là pour proxier le flux TCP et c'est tout. Qu'il utilise une application X ou une application Y, finalement, on n'en sait rien, c'est libre au technicien en termes d'usage. Donc ça, c'est un aspect fort, surtout d'un point de vue conformité, enregistrement des sessions, qui sera fait sur l'ensemble des écrans. Et donc c'est pour ça que sur le protocole tunnel, il y a d'ailleurs un petit pop-up qui prévient l'utilisateur que tous ces écrans vont être enregistrés. L'autre remarque, c'est comme on ne connaît pas l'application, on ne peut pas injecter quoi que ce soit dans cette application. Donc, pas d'intégration avec le coffre-fort pour le protocole tunnel. En extension, et je vous le montrerai après, ce protocole tunnel, en extension de ce protocole tunnel, il y a quelques temps de ça, il y a les tunnels RDP et SSH qui ont été mis en place au travers de ce qu'on a appelé les Bring Your Own Tools, c'est-à-dire qui permettaient aux techniciens d'utiliser leurs propres outils plutôt que d'avoir leur session qui était encapsulée dans la console Privilege Remote Access, alors que ce soit la partie web ou la partie console installée, vous savez que la console, le flux RDP, le flux SSH, il est embarqué dans cette console. Ce qui est parfois extrêmement intéressant parce que ça fait un outil tout en un, mais ce qui est parfois non souhaité par les clients qui préfèrent utiliser leurs propres applications. C'est pour ça que ces outils externes, ils ont été mis en place au travers de tunnels RDP et de tunnels SSH, c'est-à-dire qu'on vient proxier exclusivement ces flux-là, au travers d'un applicatif local. Les autres avantages, c'est comme du coup on appelle les clients locaux et qu'on les connaît, du coup, ces applicatifs locaux qu'on vient appeler, on n'enregistre que l'applicatif lui-même. Donc pas cette fois-ci, dans les tunnels RDP et SSH, pas d'enregistrement total des écrans, on n'enregistre que l'application. Autre élément, c'est qu'on est capable, du coup, pour appeler ces applications, de générer la chaîne de connexion. Cette chaîne de connexion, elle va inclure les credentials de connexion et donc intégration possible avec le Vault. Donc, on a tout à gagner, finalement, avec ce tunnel RDP SSH. On peut utiliser nos outils locaux et en même temps, on peut bénéficier du coffre-fort et en même temps de l'enregistrement de session de l'applicatif exclusivement. Pour les utiliser, il y a 2 configurations à réaliser. Une première configuration pour l'administrateur, qui est le fait de dire « j'autorise mes utilisateurs à utiliser ces fameux external tools dans leur console ». Et donc, ces external tools, il faudra les activer aussi bien sur la partie RDP que sur la partie SSH. Du moment où vous avez coché ces cases-là en tant qu'administrateur, donc vous voyez que ça se situe dans la section Jump puis Jump Items, l'utilisateur va lui avoir la capacité, en toute autonomie, d'activer ou non ces outils externes. Et donc, cette fois-ci, ça se passe dans sa console à lui, dans sa console d'accès, la console installée là aussi, où de son côté, il va avoir la capacité à cocher l'une ou l'autre ou les deux de ces petites cases pour dire oui, pour les sessions RDP, je veux utiliser un outil externe, oui, pour les sessions SSH, je veux utiliser un outil externe. À ce jour, c'est tout ou rien. Si on coche la case RDP, c'est toutes les sessions RDP qui s'ouvriront avec un outil externe. On ne peut pas encore avoir cette option-là, connexion par connexion. Voilà, c'est un paramètre général, mais c'est un paramètre lié à l'utilisateur. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier ou au contraire être impacté par cette partie-là. Alors, comment ça passe d'un point de vue usage? C'est plutôt assez simple en soi. Si je prends une session,
une session Privilege Remote Access. Je vais donc utiliser ma console. Je vais me connecter avec un compte qui a des droits d'accès, bien évidemment. Alors, il y a du MFA qui a été utilisé en plus sur ce compte. On va se connecter et donc on va retrouver au niveau donc des paramètres dans les external tools ces deux cases qui ici dans mon cas sont cochées. Okay, donc j'indique ici que je veux bien utiliser les outils externes pour RDP, les outils externes pour SSH. Concernant le protocole tunnel, vu que j'y reviens aussi, le protocole tunnel, qu'est-ce que c'est? C'est comme je le disais, hein, l'ouverture d'un flux TCP, donc sur une IP de type localhost. Donc localhost, vous savez que c'est 127.0.0 et ensuite quelque chose derrière, donc qui va de 1 à 254. Donc vous avez 254 possibilités d'avoir des adresses locales si vous avez plein de protocoles tunnels à définir. Et puis on a un port source et un port destination, c'est-à-dire comment je vais venir proxier finalement mon flux. Juste pour imager, avant de parler de la partie RDP et SSH, comment ça fonctionne hein, quand j'ouvre un tunnel protocole. On a donc une information qui m'indique que tous mes écrans vont bien être enregistrés et mon tunnel est ouvert. Et mon tunnel, il me dit tout ce que tu vas m'envoyer sur cette IP-là et sur ce port-là qui a été créé là instantanément, localement sur ma machine, je l'enverrai moi de l'autre côté sur cette IP-là et ce port-là. Okay, donc ici, le 1433, c'est du port SQL. C'est assez traditionnel, je dirais, en termes d'usage. Et donc, typiquement, je peux utiliser un petit applicatif. Donc ici, j'ai un applicatif local qui est utilisé. On voit qu'il parle sur mon IP 127.0.0.11 dans mon cas, sur le port 52.343 qui était bien celui indiqué ici, avec des credentials que je ne peux pas injecter au travers du Vault, mais je vais pouvoir donc authentifier, utiliser mon application et je suis bien connecté sur ma base de données derrière. Donc, j'utilise un outil local, pour autant, il traverse mon bastion, il est proxié d'un point de vue flux TCP et il atteint un serveur de destination sur un port spécifique. Ça, c'est le protocole tunnel. C'est du très classique, je vais dire, mais qui peut résoudre pas mal de soucis, surtout dans le monde de l'OT, par exemple, de le monde industriel, qui utilise beaucoup d'applications lourdes, d'applications clients pour se connecter aux différents serveurs. Donc, le flux TCP, proxié, envoyé de l'autre côté. Par contre, souvenez-vous, tout mon écran ici est enregistré. Okay, pas seulement cette fenêtre, mais vraiment tout l'écran. Donc, si j'utilise à côté autre chose, ce sera aussi enregistré. Donc, ça, c'est pour la partie protocole tunnel. Je dirais que c'est presque un classique. Aujourd'hui, on en retrouve pas mal de clients qui l'utilisent en tant que tel. L'extension de ce protocole tunnel au travers d'RDP et SSH, c'est typiquement cette capacité à ouvrir une session RDP. On voit ici que c'est du RDP. Capacité à utiliser mon coffre-fort. Donc, je définis les credentials que je vais vouloir injecter. Et vous allez voir que je suis bien sur un RDP tunnel. Okay, j'ai ouvert un port local. De la même manière, ça fonctionne comme le TCP tunnel, mais cette fois-ci orienté exclusivement et qui va attraper exclusivement cette partie RDP. La manière d'utiliser ce RDP tunnel, c'est d'appeler un client local. Donc, comment ça fonctionne? Quand je clique finalement sur ce bouton-là, ça appelle mon client local. Ça appelle en l'occurrence ici mon MSTS local, injection des credentials et je vais être coté sur ma ressource distante. Donc ici, hop, je suis bien sur le 127.0.0.1. Ma session RDP, elle est bien ici et elle traverse mon tunnel RDP et j'utilise mes outils locaux. Donc très pratique si je préfère utiliser MSTSC plutôt que d'être embarqué ou d'utiliser la console Privilege Remote Access, et ça me permet comme ça d'avoir mes propres outils. Pour rappel, seule cette application-là ici est enregistrée. Okay. Je n'ai pas de fond d'écran, je n'ai pas l'autre application derrière, je n'enregistre que cette application. Pourquoi j'ai cette capacité? Parce que finalement, c'est PRA qui lance le client. En cliquant sur ce bouton, c'est moi qui l'ai lancé, donc je connais l'application que je dois enregistrer. C'est pour ça que j'ai cette capacité d'enregistrement exclusif de mon application RDP. Par contre, ce que vous vous rendez compte, c'est que c'est bien mon client qui doit lancer l'application. Et je n'ai pas eu à configurer quoi que ce soit, je n'ai pas pu choisir mon client RDP. Pourquoi? Parce qu'en fait, PRA s'intègre avec la couche sous-jacente, c'est-à-dire l'OS, et en fait, il fait une association de fichiers, c'est-à-dire qu'il génère un fichier RDP et il appelle le client qui a été défini localement sur mon poste pour ces fichiers RDP. Chez moi, c'était
MSTSC traditionnel. Même chose si je prends du SSH. Si j'essaye de lancer du SSH, notion de coffre-fort intégré, je vais avoir mon nouvel onglet qui va s'ouvrir cette fois-ci sur un tunnel SSH. Et de la même manière que tout à l'heure, je vais pouvoir cliquer sur mon bouton pour appeler mon client local qui est attaché à mon protocole SSH. En l'occurrence, sur cette machine, j'en ai pas. Donc, je peux avoir un souci. Si je n'ai pas de client capable d'interpréter mon flux, bien évidemment, je ne peux pas utiliser d'outil externe. Mais ça peut aller plus loin, c'est-à-dire que peut-être que j'ai un outil, mais qui ne s'est pas enregistré dans le système Windows, comme quoi c'est lui qui a lui géré ce flux SSH. Donc, ça peut être embêtant, entre guillemets, c'est-à-dire que si je n'ai pas la bonne association qui a été réalisée côté Windows, du coup, mon lancement d'application va pas fonctionner. On va voir ensuite comment on va pouvoir pallier à ce type de choses. Mais grosso modo ici, vous avez compris, je peux utiliser donc mon protocole tunnel pour faire passer n'importe quel type d'application dans un flux TCP. Je peux utiliser mes outils externes de type RDP ou SSH pour accéder à ces types de protocoles. Si on pousse encore un petit peu plus loin, ou si on étend ces fonctionnalités, on a des nouveaux tunnels qui arrivent et pour être honnête, ça va continuer. Il y a des choses dans la roadmap qui nous donnent à penser que d'autres tunnels vont arriver. On en a deux autres aujourd'hui qui sont aussi disponibles, le tunnel SQL et le tunnel Kubernetes, qui fonctionnent grosso modo de la même manière que les autres, c'est-à-dire qu'ils sont là pour capter des protocoles spécifiques et faire passer le flux directement d'un applicatif client, applicatif serveur ou cluster en l'occurrence pour Kubernetes. De la même manière, l'expérience utilisateur que je vous ai montré précédemment pour lancer un tunnel RDP ou SSH, on aura cet onglet qui s'ouvre et on cliquera sur le bouton pour ouvrir l'applicatif local. Autre intérêt, on garde aussi cet enregistrement exclusif du protocole. Donc, on sait ce qu'on lance et donc on est capable de l'enregistrer. Petite nuance malgré tout, c'est que SQL et Kubernetes, en fait, c'est plutôt des outils pour les devs. C'est plutôt des DevOps qui vont utiliser ces protocoles-là et donc on va plutôt travailler sur des requêtes. Donc, ce qui est enregistré, ce n'est pas l'application. Parce que dans du SQL, ce qui nous intéresse, ou dans du Kubernetes, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'appli qu'on utilise. C'est la requête. C'est le contenu de la commande. Et donc, dans les enregistrements de ces tunnels-là, vous n'aurez pas la fenêtre, vous n'aurez pas la vidéo de la fenêtre, mais vous aurez toutes les commandes unitaires, spécifiques, qui sont enregistrées, tous les select quelque chose qui vont être utilisés dans SQL, ou toutes les commandes kubectl qui peuvent être utilisées dans les clusters Kubernetes vont être interceptées et auditées de manière nommée dans les rapports, et vous pourrez même faire des recherches sur ces contenus. Autre intérêt, c'est l'intégration avec le Vault. Donc pareil, pour me connecter à ma base SQL ou pour me connecter à mon cluster Kubernetes, pouvoir aller consommer un contenu qui serait dans mon coffre-fort. Très, très important, parce que finalement, ces tunnels-là, on aurait pu déjà les faire passer dans du tunnel TCP. D'ailleurs, c'est pas qu'on aurait pu, c'est on peut le faire. Mais par contre, on a vu que le tunnel TCP, il avait quelques limitations. Ici, on va avoir un bien meilleur auditing avec l'enregistrement des commandes de l'application en fonction du protocole utilisé. On va avoir l'intégration de notre coffre-fort qui va nous permettre d'avoir vraiment quelque chose de très fin et très poussé dans ces fonctionnalités-là. Si je vous montre un tunnel SQL, alors je n'ai pas de cluster Kubernetes, je ne pourrais pas vous montrer cet usage-là, mais si je vous montre par exemple un tunnel SQL, de la même manière, je vais cliquer dessus, je vais avoir l'intégration avec mon coffre-fort et je vais avoir un onglet qui va s'ouvrir sur la capacité à ouvrir un tunnel SQL. De la même manière que pour RDP et pour SSH, quand je clique là-dessus, ça appelle mon client local, mon client ODBC, celui qui est capable de parler en SQL. Dans mon cas de figure, j'ai un client, c'est SSMS, SQL Server Management Studio qui est installé. Alors, vous allez voir que j'ai un message d'erreur parce qu'il me parle de certificat, parce que moi, SQL à l'autre bout n'a pas de certificat et qu'en l'occurrence, par défaut dans les connexions, il est en mandataire. Donc, juste pour vous montrer que normalement, ça se connecte tout seul, vous retrouvez bien le hostname, vous retrouvez bien le Vault. Juste en changeant cette option-là, je vais pouvoir me connecter à ma base de données
directement dans mon outil SQL Management Studio. Donc, ma connexion, mon injection de credentials fonctionne. Ici, c'est juste ce petit paramètre comme quoi le client SSMS, il veut que ce soit chiffré et chez moi, c'est pas chiffré à l'autre bout, donc forcément, j'ai une erreur de certificat à l'ouverture. Et vous avez vu que la connexion, la génération de la chaîne de connexion disponible, elle est directement faite. Pareil, ici, ça s'est lancé parce que mes liaisons SQL, parce que mon outil SQL, il est renseigné dans ma machine Windows et que du coup, il a été appelé directement et nativement en cliquant sur le bouton Open Data Source. Donc, on comprend par là qu'on a une forme d'association 1 pour 1. Le 1 pour 1, c'est j'ai la possibilité, basée sur mes tunnels, d'avoir le lancement d'une application et d'avoir le lancement d'une seule et unique application, celle qui est enregistrée au niveau de mon système. Donc, c'est déjà bien, c'est déjà plutôt même très bien, mais on se rend compte que des fois, j'ai certaines populations qui préfèrent utiliser d'autres outils. Par exemple, là, pour l'exemple SQL, c'est un bon exemple, c'est que certains vont utiliser une application graphique comme SSMS, d'autres vont plutôt utiliser les outils de ligne de commande SQL parce qu'ils sont plus sur du mode développement, justement, et donc ils vont préférer d'autres outils. Et donc, comment faire la part des choses, comment vraiment être garant que ce soit le bon outil, il va peut-être falloir les fournir comme des outils tiers, des outils additionnels qui peuvent être mis à disposition. Et justement, c'est notre prochaine étape, c'est les outils externes. Les outils externes, c'est quoi? C'est cette capacité à venir ajouter des nouveaux outils, RDP, SSH ou SQL, directement dans l'interface des utilisateurs pour qu'ils ne soient pas obligés d'utiliser l'outil par défaut enregistré sur leur poste. Donc, ça se fait de manière assez simple dans l'interface. Il faut déclarer l'outil. Il faut attention que cet outil il soit lançable et utilisable au travers d'une ligne de commande, c'est-à-dire en mettant les différentes variables pour lancer l'outil en toute autonomie avec les informations issues du Vault. Encore une fois, l'objectif, c'est de contrôler ce qu'on va envoyer en termes de credentials. Et comme on aura défini cette ligne de commande, de la même manière, on aura un enregistrement exclusif de l'application en question. Donc, on va avoir tous les bénéfices de nos tunnels RDP, SSH, SQL, Kubernetes au travers de nos external tools aussi. Comment ça se configure? Ça se configure au travers de la console directement, du /login, où on va avoir, alors les slides sont arrivés dans le mauvais, les print screens sont arrivés dans le mauvais sens. La partie gauche, donc côté /login, où on vient déclarer nos différents outils. Vous voyez ici, j'ai un outil lancer du SSH au travers de CMD et il faut que j'ai ma ligne de commande qui soit disponible pour pouvoir opérer cet élément-là. Côté utilisateur, vous l'aviez peut-être entrevu, mais tout à l'heure au niveau du SQL, j'avais une petite flèche comme ça vers le bas. Si j'ai une petite flèche, ça veut dire que j'ai des outils additionnels qui me sont mis à disposition et que je vais pouvoir lancer directement ces outils additionnels et pas seulement le client qui est préenregistré localement sur mon poste de travail. Comment ça se représente? Même chose, je retourne dans ma console et je vais reprendre cette fois-ci ma connexion SSH. Souvenez-vous, tout à l'heure, je n'ai pas pu lancer ma connexion SSH parce que je n'ai pas de client local embarqué qui est défini sur ces connexions SSH. Mais j'ai ma petite flèche et je retrouve mes outils externes. J'en retrouve qu'un seul. Pourquoi? Parce que celui-ci a été déclaré utilisable pour les tunnels SSH seulement. Si je clique dessus, j'ai bien mon CMD qui se lance et j'ai bien ma connexion SSH qui est utilisée et qui utilise un outil local qui va être audité avec l'injection du coffre-fort directement grâce à mes external tools. Donc, pareil, si j'avais eu PuTTY, j'aurais pu mettre PuTTY aussi et utiliser soit CMD, soit PuTTY en fonction des préférences des uns ou des autres pour pouvoir l'utiliser. Même chose pour mon SQL. Si je reprends mon tunnel SQL, même chose, coffre-fort, injection, mon tunnel qui s'ouvre, j'ai ma petite flèche et je vais avoir d'autres outils. Si je prends par exemple mon outil SQL CMD, on voit que j'ai ma chaîne de connexion. Ici, il me demande un mot de passe. J'ai juste eu à faire entrer parce que finalement, il est déjà dans ma chaîne de connexion. Je n'ai pas besoin de le faire en tant que tel. Et je vais pouvoir ensuite directement en ligne de commande, par exemple, faire un select étoile from dbo.events, go, et j'ai bien en ligne de commande le contenu de ma base de données.
encore une fois, c'est cet outil qui va être utilisé. Donc, on a vu tout à l'heure qu'en cliquant sur le bouton, j'avais accès à SSMS. Et ben, si je préfère utiliser mon outil de ligne de commande comme celui-ci, libre à moi, je peux tout à fait le réaliser pour avoir une autre ergonomie, un autre usage, une autre fonctionnalité plus adéquate. Encore une fois, on est tunnelisé, on est audité, on a l'usage du Volt, donc on a vraiment toutes les fonctionnalités d'un Bastion. Et donc, finalement, quand on utilise tous ces tunnels, quand on utilise tous ces launchers, ben, on s'aperçoit d'une chose, c'est que finalement, on clique, on a un onglet, on clique sur un autre bouton. Et donc, finalement, cette ergonomie, cette fenêtre-là, elle devient presque superflue. Donc, c'est pour ça qu'a été mis en place, il y a quelques temps déjà, la console d'infrastructure. La console d'infrastructure, bah, c'est une console minimaliste qui va vous, alors à vous, aux clients, justement plutôt aux développeurs qui aiment bien ce type de connexion, bah, d'utiliser l'ensemble de leurs connexions avec leurs outils natifs, parce qu'en fait la console va être juste au-dessus de l'horloge dans le système trait et va leur permettre bah, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais au travers d'une console minimaliste en mode launcher justement. Et elle s'appuie principalement justement sur les tunnels. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'utiliser les applications locales. Maintenant, ce n'est pas parce que ça s'appuie principalement sur les tunnels qu'on exclut les autres types de rebonds. Je parlais tout à l'heure des WebJump, par exemple, pour les applicatifs web. Je n'ai pas cité, mais il y a aussi bien évidemment avec les connexions vers les Jump Clients sur les agents. Ce n'est pas parce qu'on passe sur un mode qui privilégie les tunnels que du coup, j'ai plus quand même la capacité de lancer tout ça. On verra que je peux aussi le réaliser. Et donc, cette console d'infrastructure, hyper simple à utiliser, hein, j'ai juste une case à cocher. Au moment où je viens m'authentifier, je coche la case et du moment où j'ai coché la case, je vais avoir cette petite fenêtre qui va apparaître en bas à droite de mon écran qui est ma console minimaliste dans laquelle je vais pouvoir retrouver les machines vers lesquelles je suis éligible à me connecter. Je vais pouvoir les rechercher et je vais avoir un deuxième onglet pour accéder aux sessions qui sont déjà ouvertes. Bien évidemment, je peux avoir de multiples tunnels ou de multiples sessions qui sont ouvertes en simultané de la même manière que j'avais mes onglets dans ma console lourde. Quand je vais cliquer sur une demande, je vais avoir la même information que j'ai pu avoir tout à l'heure, c'est-à-dire mon coffre-fort, cette capacité à injecter dans ma session un compte particulier. Et puis, je retrouverai les informations de mon tunnel, quel qu'il soit. Ici, c'était un tunnel RDP. Je vais retrouver les informations de connexion avec le lien pour lancer la session. Pareil, un petit rendu visuel de à quoi ça correspond. Donc, je vais relancer ma console. Cette fois-ci, je vais bien cocher la case infrastructure. Je vais devoir me réauthentifier fortement. Ma console, elle apparaît ici sur la partie droite, donc en bas à droite. Je vais pouvoir rechercher des machines particulières grâce au menu démarrer et je vais pouvoir lancer mes outils comme j'ai pu le faire jusqu'à présent. Donc, par exemple, si je reprends à nouveau mon shell jump, ben, je vais avoir mon shell jump que je veux me connecter dessus. J'ai mon coffre-fort et on va voir que je vais avoir ma chaîne de connexion qui est disponible. Je récupère aussi mes outils externes additionnels. Donc, rien ne m'empêche d'utiliser et de continuer à utiliser mes outils additionnels qui m'ont été fournis par mes administrateurs. Et je vais pouvoir, comme ça, lancer toutes mes sessions liées à mes outils. Donc, ici, j'utilise un outil local. Je vous ai parlé, par exemple, du WebJump. Le WebJump, alors ici, j'ai un workflow d'approbation qui a en plus été mis en place ici. Je vais pouvoir le valider. Hop. Je vais valider mon workflow d'approbation, donc de manière très classique, en cliquant sur mon lien de validation qui arrive juste là. Hop, mon navigateur qui vient de se lancer. Le temps qui s'affiche, je reviens là. Pour vous montrer donc les autres connexions, par exemple un Jump Client. Donc un Jump Client, de la même manière, on pourrait penser, du coup, comme on n'utilise que les outils externes, c'est plus disponible.
ben c'est tout à fait, ça reste encore tout à fait disponible en connexion. C'est juste que ça m'ouvre une fenêtre, hein, on reconnaît la console de tout à l'heure, mais au lieu d'avoir une console complète avec des onglets, j'ai juste la fenêtre qui correspond à mon Jump Client. De la même manière que je l'aurais eu sur mon WebJump. Si j'arrive à valider, voilà, je vais approuver ma connexion. J'ai ma petite notification qui me dit que ça a bien été approuvé et je vais pouvoir de la même manière lancer mon WebJump, oui, avec l'injection des credentials qui peut être réalisée et de la même manière qu'on voit cette fenêtre disponible pour mon Jump Client, je vais avoir une nouvelle fenêtre qui va embarquer mon navigateur, mon noyau Chromium embarqué. Donc là, il est en train de parser la page. Ma plateforme derrière, elle n'est pas hyper réactive, mais elle va, voilà, s'afficher avec les credentials qui sont injectés grâce au coffre-fort. Et du coup, j'accède bien à mon WebJump de manière auditée avec les credentials qui sont injectés par mon coffre-fort et avec des usages aussi variés que des outils qui sont exécutés localement, des outils qui sont exécutés au travers du WebJump, au travers du Jump Point finalement et du noyau Chromium qui est embarqué. Mais tout ça, pour moi, technicien, administrateur peut-être, plutôt que d'avoir cette grosse console avec tous mes onglets, je peux peut-être l'utiliser aussi grâce à ma console d'infrastructure qui va être directement disponible ici. Si j'ai besoin d'accéder à la console full, hein, je l'ai toujours, hein, on a le lien qui nous permet quand même d'y accéder et de retrouver différentes sessions au besoin. Donc, tout ça, ça ne change pas. On a quand même cette possibilité d'accéder à l'ensemble. Voilà en gros pour les sujets que je voulais traiter aujourd'hui. C'était une première pour nous, cette partie Tech Talk. On s'était laissé un petit créneau voilà, de 30-40 minutes. J'ai atteint les 30 minutes avec succès, j'espère. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé en termes de contenu. L'objectif, ça va être de continuer ces sessions toutes les 2 semaines, de prendre des sujets qui soient un petit peu changeants, un petit peu avancés, je dirais, en tout cas des fois avancés, des fois sur des nouveautés basées sur l'ensemble du portfolio Beyond Trust, sur des petites sessions qui vont pas vous manger trop de temps dans vos agendas. On va aussi travailler sur des replays pour vous mettre à disposition ces sessions-là en mode replay pour que vous puissiez les voir, les revoir, ou si vous avez raté une semaine, et ben c'est pas grave, vous reviendrez la fois d'après et puis vous pourrez consulter le replay de la première. Donc surtout, pas d'inquiétude si vous n'êtes pas disponible sur toutes les sessions, vous pourrez quand même les revoir à partir du moment où vous êtes inscrit. Donc, je vous rappelle le lien d'inscription. Si vous le retrouverez sur notre site web, miel.fr, dans la partie ressources et prochaines dates, vous aurez tous les Tech Talks qui sont mis en place. Donc, il y en a déjà 4 de programmés, mais c'est quelque chose qu'on poursuivra au travers des mois suivants. Un petit teasing pour terminer. La prochaine session, donc, qui aura lieu dans 2 semaines, portera sur le produit Privilege Management Cloud, avec 2 fonctionnalités qui ont été embarquées dans les dernières releases. D'abord, le type packager, gestion automatique, déploiement et une mise à jour des agents. Et puis, dans la toute dernière release qui est sortie il y a un petit mois de ça, le connecteur AD local, qui était extrêmement attendu, qui est enfin arrivé. Et donc, on pourra discuter ensemble de comment on met en place ce packager, comment on met en place cet AD local connector pour comprendre ce que ça nous permet d'avoir et la facilité de gestion qui va nous être apportée dans Privilege Management Cloud. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine édition de ce Beyond Trust Miel Tech Talk. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée.